Alors, je vais vous proposer de commencer par une prière silencieuse. Amen. Alors, le sujet d'aujourd'hui s'intitule, donc, comme vous le voyez donc, sur le PowerPoint, c'est le libertarisme, une approche prophétique. Ce sujet est basé sur la vêpre numéro 5 et la vêpre numéro 6. Est-ce que déjà tout le monde est un petit peu familier? Est-ce que vous avez déjà lu cette vêpre? Vêpre numéro 5 ou numéro... Alors, qui n'a pas lu cette vêpre? Qui ne sait pas du tout ce que c'est que le libertarisme? Alors, je ne vois pas de main levée, donc tout le monde est à peu près familier. Très bien. Alors, l'étude qu'on va faire... Alors, j'aime pas dire étude, ça va être participatif, comme ce matin. Donc, ça va se diviser en gros en deux parties. Donc, la première partie... On va revoir les bases et situer le contexte. Déjà, premièrement, je veux qu'on soit tous sur le même plan. Que vous soyez ici sur le Zoom, je vais m'assurer vraiment tous qu'on ait bien compris la même chose. D'accord? Donc, on va revoir rapidement ce qui a été vu. Je m'entends en écho, ça me gêne. C'est normal? Ouais. On va revoir un petit peu ce qui a été vu dans les vêpres précédentes pour qu'on soit sûr d'être au même niveau. La deuxième partie, en fait, c'est un article qui est paru dans Le Monde au mois de décembre, qui m'a beaucoup interpellé. Et en fait, on va le parcourir ensemble. Cet article, je l'ai mis donc sur le groupe WhatsApp, mais dans le flot d'articles qu'il y a, je suis quasiment sûr que personne ne l'a lu. Pourtant, cet article-là, il y a énormément de liens et de clins d'œil avec le message. Donc en fait, on va le revoir ensemble, et donc par rapport au sujet du libertarisme. Est-ce que ça va pour vous? Voilà, donc deux parties. Donc on pose les bases, et après, on va parcourir cet article. Très bien. Alors, alors je vais vous poser quelques questions. Déjà pour m'assurer que vous ne dormez pas, parce que c'est l'après-midi, et pour être sûr que voilà, on est vraiment ensemble. La première question que j'aimerais vous poser, c'est déjà comment ça se fait qu'on en vienne à aborder en fait l'idéologie libertarienne. On est tous, quasiment tous issus de l'adventisme. Lorsqu'on parlait des événements de la fin, loi du dimanche, on ne pensait absolument pas au libertarisme, et jamais, moi j'en avais jamais entendu parler, et jamais on aurait pensé qu'on serait amené à étudier ce sujet. Donc moi j'arrive comme ça, et je vous propose une étude sur ce sujet. Donc comment ça se fait? Pourquoi? Comment? Et en fait dans quel cheminement, dans quelle logique on est arrivé à ce point-là en fait? Pourquoi dans la vêpre numéro 5 et dans la vêpre numéro 6, en fait le sujet du libertarisme est abordé? Pourquoi? Donc je vous laisse un petit peu... alors s'il y a des gens qui veulent intervenir, allez-y. Je vous laisse un petit peu réfléchir, et je pose d'autres questions en lien avec ça. Parce que c'est important, vous êtes d'accord avec moi, il faut quand même qu'on comprenne pourquoi ce sujet est amené aujourd'hui, quelle est son importance. Est-ce que vous avez la sensation qu'en étudiant ce sujet, en fait, cela va apporter des éléments qui vont nous conforter dans l'étude du message? Ou est-ce que c'est juste, voilà, la vêpre numéro 5 part du libertarisme, donc voilà... Par rapport au sujet que nous avons vu avec Maurice, par rapport à la liberté.
Oui, je disais par rapport au message que nous avons vu avec Maurice ce matin, par rapport à la liberté et le fait que ce soit quelque chose qui est très important, que nous puissions pouvoir utiliser notre libre arbitre de manière correcte pour ne pas heurter l'autre dans sa propre liberté, et puis par rapport à ce sujet essentiel de l'égalité que nous avons dans le mouvement, le message de l'égalité. D'accord. Donc très bien, donc par rapport à ce qui a été dit donc ce matin, mais qu'est-ce que... je comprends, hein, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je reste un petit peu sur ma faim. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de fondamental que va nous apporter en fait cette étude, et j'aimerais bien qu'on puisse vraiment le comprendre. Alors est-ce qu'il y a d'autres contributions? Sur le Zoom, n'hésitez pas également. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, je disais les libertaires, en fait, pour moi, je trouve que c'est beau. Hein, puisque c'est la liberté totale, vivre et laisser vivre. Donc, dès que ça, on ne nuit pas à l'autre, on peut faire, entre guillemets, tout ce qu'on veut. Hein, on est maître de son corps, dès qu'on ne va pas perturber la vie de l'autre. Donc, c'est vrai qu'on ne connaissait pas, mais bon, c'est vrai que ce matin, on a apporté d'autres éléments qui nous montrent le danger qu'il peut y avoir, mais dans le principe, c'est un parti qui est là pour dire on n'empêche pas qu'on soit musulman, qu'on soit trans, qu'on soit lesbienne, on peut vivre sa vie dès qu'on n'interfère pas dans la vie des autres. Il n'y a pas de préjudice physique et matériel contre les autres. Ok, très bien. Alors du coup, il y avait des personnes avant toi, du coup, et après, vas-y Elisa. Du coup, un point que par rapport aux deux questions que tu as posées, moi quand je pense à ça, alors sans rentrer forcément dans ce qu'est le libertarianisme, etc., je pense à, en fait, c'est présenté, ce message est présenté pour m'expliquer la loi du dimanche et quel est pour m'expliquer en fait cette guerre de culture versus le monde, etc. C'est vraiment dans cette approche-là en fait que je prends ça pour expliquer qu'est-ce que sera la loi du dimanche aujourd'hui en fait. Ok, très bien, merci Elisa. Il y avait Johanna et puis après Dominique. Ah, c'est ce que tu voulais dire? Ok. Je rejoins en fait ce qu'Elisa a dit précédemment. Lorsque j'entends libertarianisme, voilà. Alors libertarisme ou libertarianisme. Voilà, merci. En fait, comment c'est arrivé, c'est parce que justement, on a vu que la loi du dimanche n'était plus sabbat versus dimanche, mais qu'en fait c'était une question d'égalité et qu'avec cette égalité-là, justement, eh bien c'était liberté versus égalité versus liberté, et donc il y avait une différence à faire là-dessus, justement au sujet de la loi du dimanche. Donc sur la manière dont nous pensons, qui va nous faire des choix. Voilà. Ok, très bien. Donc merci pour toutes vos réponses. Alors on va, je vais reformuler un peu ce que vous le dites de façon schématique pour que vraiment on soit sûr de bien comprendre. Donc nous avons été depuis 2022 amenés à étudier donc le sujet des vêpres. D'accord ? Nous avons eu la vêpre numéro 1 et la vêpre numéro 2. Donc quels étaient les thèmes qui étaient étudiés dans la vêpre numéro 1 et 2 ? Voilà, donc très bien. Donc la transition entre simple et complexe. Donc en fait on part de là. D'accord ? Après les études donc, des verbes continus, on arrive à la vêpre numéro 3 et la vêpre numéro 4. Et quels sont les sujets qui sont amenés ? L'aile droite et l'aile gauche. Très bien. Droite. Gauche. Très bien. Donc en fait, dans ces vêpres, on étudie et on se pose la question, pourquoi ? Quels sont les éléments qui ont amené en fait, à passer de la droite à la gauche. D'accord ? Et puis après, on va approfondir et on va essayer de comprendre en fait quels sont
l'éthos, qu'est-ce qui constitue finalement les croyances de la droite et de la gauche. D'accord ? Et on va se rendre compte, à travers cette étude, que la droite met l'accent sur la liberté. Et là, alors, donc on simplifie bien sûr, hein, mais voilà. Et la gauche met l'accent sur l'égalité. D'accord ? Donc là, on est dans la VEP numéro 3, 4, dans la VEP numéro 3 et 4. D'accord ? On continue et on arrive à la VEP numéro 5. Et là, le sujet du libertarisme est introduit. Pourquoi ? Parce que du côté de la gauche, c'est pas si simple que ça. Donc, on se rend compte que la droite et si on prend le cadre des États-Unis, on va se rendre compte que donc la droite, c'est le parti républicain, et la gauche, c'est le parti démocrate. Tiens. D'accord ? Et donc, en approfondissant l'étude, on va se rendre compte que, est-ce que finalement le Parti républicain, il met en valeur la liberté ? Oui, mais jusqu'à un certain point. Le Parti républicain, il fait des compromis. C'est-à-dire qu'il va pour la liberté, mais pas totalement. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc lorsqu'on parle par exemple de l'avortement, est-ce qu'il va mettre l'accent sur la liberté ? Là, dans ce cas-là, non. D'accord ? Donc c'est là qu'il y a l'émergence de ce mouvement qui va en fait aller beaucoup plus loin dans la liberté. Et donc le titre de la VEP numéro 6, c'est une forme plus pure de liberté. Parce qu'en fait ici, lorsque vous regardez liberté-égalité, vous voyez que dans la liberté, en fait, la droite, elle met des freins en fait. Ça veut dire qu'elle ne va pas au maximum. D'accord ? Et le libertarisme, eux, eh ben, en fait, c'est la liberté totale. D'accord ? Donc c'est dans ce sens-là, donc c'est pour cela qu'on arrive aujourd'hui à l'étude justement de ce sujet. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui ? Est-ce que quelqu'un veut peut-être reformuler pour pouvoir être sûr de bien saisir ? Donc ça, c'est vraiment important. Et voilà, et donc ce que j'ai oublié de mettre, c'est que tout ça, donc on est dans le cadre de justement comprendre la LD. Donc merci Elisa et Johanna de ce que vous avez dit. En fait, le but de tout ça, en fait, c'est de comprendre la LD. En fait. Et donc c'est tout le cheminement qu'on a fait et qui nous amène justement à l'étude du libertarisme. Est-ce que pour le Zoom, c'est clair pour vous ? Oui ? Oui. Très bien. Alors, on va continuer. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la tension qu'il y a entre la liberté et l'égalité ? Donc ça, c'est ce qu'on voit normalement dans la VEP numéro 3 et 4. La tension, en fait, entre la liberté et l'égalité. À un moment donné, lorsqu'on étudie le sujet donc, de l'égalité et de la liberté, on se rend compte que ces deux, en fait, arrivent en tension. Oui ? Et qu'il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre. Donc, normalement, c'est des choses, c'est des choses qu'on a vues. Comment est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la tension égalité-liberté ? À quel moment, en fait, ces deux arrivent en tension et quelles sont les conséquences ? Vas-y, Chimène. Alors
moi je le comprends quand tu me dis si c'est bon ou pas, ma compréhension, c'est quand les deux, lorsqu'on est face à un cas, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans la première partie avec Maurice, quand on est face à une affaire juridique, c'est surtout dans, moi je le prends juste plus dans la partie légale, quand il y a une affaire juridique et que l'une des deux parties va présenter comme argument la liberté ou l'autre l'égalité, c'est ces deux-là, ces deux principes fondamentaux vont se rentrer en conflit, et à ce moment-là, pour éviter toutes sortes de discriminations, l'égalité, le principe de l'égalité devrait remporter, basé, on pourrait dire, sur le 14e amendement ou bien sur la loi de 1964 ou autres droits sociaux qui ont été conquis durant les 60 dernières années. C'est comme ça que je le comprends. Je le vois bien s'exprimer quand il y a vraiment une affaire juridique. Puisque entre individus, ça peut tourner à un débat court. Toi, tu peux dire, ok, non, c'est ma liberté de te dire ça, et moi je dis non, c'est pas ta liberté parce que tu nuis à ma personne. Ouais, très bien. Très bien. Et donc, vas-y, Johanna. Je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais en fait, la l'égalité, dans l'égalité, on va mettre, comment dire, les droits de chacun seront respectés. Les droits de chacun seront respectés. On va essayer de respecter les droits de chacun. Dans la liberté, donc il y aura une forme de liberté, d'accord ? Dans la liberté, ça c'est l'égalité que je viens de dire, et dans la liberté, en fait, comment dire, chacun voudra faire ce qu'il a envie de faire, mais au bout d'un moment, il va être confronté en fait à la liberté de l'autre aussi, qui, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais il va être vraiment, enfin, pour pouvoir vivre pleinement sa liberté, il va devoir bafouer la liberté de l'autre. Alors que dans l'égalité, eh bien, il y a cette liberté de pouvoir vivre sa liberté, mais tout en respectant la liberté de l'autre. Et donc, là, on voit qu'il y a... je ne sais pas si c'est à ça que je... D'accord, très bien. Très bien. Alors, je vais juste terminer la phrase de Johanna, parce qu'en fait, du coup, en voulant affirmer ma liberté et bafouer celle de l'autre, ça veut dire que je reconnais que lui, en fait, il n'a pas la même valeur que moi. Et c'est là que, du coup, l'égalité, elle est mise à mal. D'accord. Très bien. Très bien, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est un petit peu abstrait pour moi. D'accord ? Mais c'est juste. Hein. Michael, oui ? c'est Annick. Oui. Est-ce qu'on peut prendre comme exemple le mariage homosexuel ? Vas-y. C'est-à-dire que on a vu, comment je vais expliquer ça, par rapport à l'Église, par rapport à l'adventisme, en fait, où oui, l'homosexuel, je l'accepte, c'est sa liberté d'être ce qu'il est, mais par contre, en ce qui concerne le mariage homosexuel, là, il n'y a pas de... Je ne peux pas l'accepter parce que ce serait contraire à l'éthique, en fait. Et du coup, l'égalité ne peut pas rentrer en ligne de compte là, puisque je n'accepte pas qu'il soit marié, mais je peux accepter qu'il soit libre d'être homosexuel. Enfin, moi, c'est ma compréhension. Je ne sais pas si j'étais claire. Okay. Alors, je suis pas sûr d'avoir saisi en fait cet exemple, mais alors moi, ce que je vous proposais, c'est que donc on va aller dans le concret. Donc effectivement, donc, lorsqu'on parle de cette tension en fait égalité-liberté, lorsqu'on prend par exemple la gauche et la droite, en fait, ce qui a été dit dans les vêpres et dans les différentes études qui m'ont précédé, c'est que lorsque la liberté et l'égalité rentrent en tension, la gauche choisit toujours l'égalité. Donc elle va toujours choisir la contrainte, quitte à restreindre la liberté, mais afin que l'égalité soit respectée. Et donc la droite, elle, va faire l'inverse, va privilégier la liberté. Si on regarde en interne, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en interne, et après on va regarder en externe. D'accord ?
Donc si on regarde en interne, dans le mouvement, est-ce qu'on a été confronté à un moment donné à cette tension entre liberté et égalité? Est-ce qu'il y a eu un problème, en fait, au niveau de la liberté, à travers le mouvement, lorsqu'on a eu, du coup, le message du cri de minuit, par exemple? Donc je vois des hochements de tête. Oui, d'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Il y a une présentation qu'a fait l'ancien test qui s'intitulait « N'ai-je pas la liberté ?» D'accord? Alors, vas-y, Johanna. De ce que je me souviens, oui, il y a eu les... alors attendez, je cherche le terme, mais sur les... attendez, il m'a échappé. La réforme sanitaire, les vœux du baptême, etc. L'étude s'intitulait « Les bons conseils ». Voilà, donc je ne sais pas si ça Ouais, ça vous parle, c'est ça, c'est exactement ça, continue. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, certaines personnes ont compris qu'ils pouvaient faire comme ils voulaient, et donc qu'ils pouvaient remettre en question les vœux du baptême, ou ne serait-ce que tout ce qui pouvait, les questions sanitaires, alimentaires, etc. Voilà. Donc, alors je vais reformuler ce que tu dis. Donc, lorsque le message en fait de l'égalité donc est arrivé, donc le message en fait de l'égalité, on peut prendre l'exemple de la dot, par exemple. C'est-à-dire que donc en Afrique, il y a ce système de la dot, et le message a été très clair en disant que on ne pouvait pas, enfin, en tout cas si on adhère en fait au message de l'égalité, on ne peut pas justement continuer en fait dans ce système de la dot. Et là, la question s'est posée, mais si un couple ou une femme, en fait, ils ont la liberté finalement de pouvoir choisir ce système, en fait. Donc, n'ai-je pas la liberté de pouvoir en fait choisir et perpétuer ce système en fait de dot? Donc, c'est-à-dire que dès on est en interne et on voit en fait, donc il y a eu en fait vraiment des luttes en fait dans le mouvement à propos de cette question-là. Mais en fait, il y a eu cette tension en fait entre l'égalité et la liberté en fait. Et comme tu l'as dit également, par rapport aux vœux, en fait, lorsque le message de l'égalité est arrivé, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que finalement, ces vœux en fait, c'était des restrictions, et donc qu'il fallait en fait les enlever, et que ça nous privait de notre liberté. D'accord ? Et donc on a eu ce même sujet en fait, cette même tension en fait entre l'égalité et la liberté. On l'a vu en fait en interne, d'accord? Lorsque nous avons étudié le sujet du féminisme radical et féminisme libéral, en fait, si vous regardez bien la différence entre le féminisme libéral et le féminisme radical, en fait, le féminisme libéral, en fait, il est basé en fait sur une idée libertarienne, en fait, sur la liberté. Tant que la personne elle décide, eh ben, elle a sa liberté, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, si par exemple une femme décide de porter le voile, le féminisme radical va dire non, le voile en fait c'est un système d'oppression et c'est contre l'égalité. Donc en fait on ne peut pas valider en fait ce système-là. Mais par contre le féminisme radical va dire, le féminisme libéral va dire, en fait la personne elle a choisi, donc c'est bon. Comme elle a choisi et comme ça vient de son choix, elle a la liberté, et donc ce type de féminisme-là n'aura aucun problème en fait avec par exemple une femme qui va porter le voile. Puisque en fait c'est sa liberté. Alors que le féminisme radical va dire, en fait le système du voile, c'est un système qui va soumettre et rabaisser la femme. Et donc dans le cadre de l'égalité, on ne peut pas l'accepter en fait. D'accord ? Donc est-ce que vous arrivez à voir comment, en fait, déjà dans le mouvement, en fait cette question, cette tension en fait entre liberté et égalité, s'est déjà posée en fait. D'accord ? Donc là on la voit en fait en interne, et maintenant on va la voir également en externe. Alors pour que ce soit plus clair, on va faire un tableau. Hop. Alors ça je vais l'effacer du coup.
Et donc dans ce tableau, on a plusieurs sujets. On a donc on aura le Parti démocrate, qui est la gauche. Parti républicain, qui représente la droite. On va mettre le mouvement. Et enfin, on va mettre les libertariens. Et en fait, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment, en fait, ils se positionnent sur différents sujets. Donc le premier sujet que je vous propose, c'est le sujet des armes à feu. Donc, comment la gauche, comment le Parti démocrate se positionne? Contre, d'accord? La droite. Pour, très bien. Le mouvement. D'accord, très bien. Et les libertariens. Pour. Pourquoi ils sont pour? Voilà. Donc c'est la liberté de chacun, donc d'avoir des armes à feu, donc ils sont pour. Maintenant, on va prendre la liberté d'expression. Mais quand je dis liberté d'expression, je dis liberté de discriminer, en fait. Un petit peu comme on a vu ce matin. D'accord? Donc la liberté d'expression, mais voilà, liberté d'offenser, de discriminer. D'accord? Oui, voilà, exactement. Donc comment va se positionner la gauche? Contre. La droite, plutôt pour. Le mouvement, contre. Et les libertariens, ils sont pour. Très bien. Troisième sujet. C'est quoi le troisième sujet, à votre avis? C'était mariage homosexuel ou avortement. Donc on va faire les deux. Donc, mariage ou avortement. D'accord. Donc, comment va se positionner la gauche? Pour. La droite. Le mouvement. Et les libertariens. Pour. Voilà. Donc ici, en fait, avec ce schéma, vous pouvez vous rendre compte que la droite ne va pas, en fait, au maximum de la liberté, en fait. Et pourquoi ils ne vont pas au maximum de la liberté? Parce qu'en fait, ils sont retenus par la moralité ou par les traditions. D'accord? Et donc, comme on l'a vu, en fait, ils font un compromis, en fait, avec la liberté, et ils ne vont pas au bout de la liberté, en fait. D'accord? Et donc, c'est pour ça que ça nous amène à comprendre le libertarisme, à étudier le libertarisme. Alors, je vais vous proposer, en fait, une définition du libertarisme, et on va essayer de la comprendre ensemble. Donc ça, c'est deux définitions que j'ai trouvées. On va les lire et vous me dites ce que vous comprenez. Donc, Philosophie Magazine nous dit que c'est un courant de pensée politico-économique, essentiellement américain, qui soutient que la liberté individuelle est une valeur absolue et qu'en conséquence, aucune instance ne peut être légitimée à intervenir sur ce que, par sa libre initiative, l'individu peut faire et acquérir. Donc ça, c'est la première définition. Et la deuxième, qui se complète, le libertarianisme ou libertarisme est une philosophie tendant à favoriser au maximum la liberté individuelle, que celle-ci soit conçue comme un droit naturel ou comme le résultat du principe de non-agression. De ce fait, ses partisans, les libertariens, s'opposent à l'étatisme en tant que système fondé sur la coercition, au profit d'une coopération libre et volontaire entre individus. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? J'ai pas compris. Alors, c'est affiché normalement. On parle de liberté totale quasiment. Donc, le premier élément, c'est une liberté totale, liberté maximale. C'est quoi le deuxième élément? S'oppose à l'État.
opposée à l'État, d'accord? Donc vous voyez, il est dit « aucune instance ne peut être légitimée à intervenir », d'accord? Et dans la deuxième définition, la dernière phase, de ce fait, ces partisans, les libertariens, s'opposent à l'étatisme. Donc, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, on va faire un triangle, d'accord? Et en fait, dans ce triangle, on va déterminer les 3 points en fait, que l'on retrouve dans le libertarisme. Et vous allez voir que, à travers les exemples qu'on va voir, on va toujours retrouver ces 3 points. Donc le premier point, comme on l'a vu ensemble, c'est une liberté maximale. D'accord ? Le deuxième point, c'est une opposition à l'État, c'est une opposition à tout type de gouvernement, en fait. Parce qu'en fait, le gouvernement, il va mettre des contraintes, d'accord ? Et donc, il va restreindre la liberté. Donc, le deuxième point... Ouais. Donc, opposition à l'idée, en fait, de gouvernement. Donc, le gouvernement, ou toute instance dirigeante, doit être vraiment réduite au minimum, en fait. D'accord ? Et donc, c'est aussi l'idée de la droite. La droite, c'est toujours le gouvernement, l'État doit intervenir le moins possible. D'accord ? Le troisième point, c'est quoi ? Alors, je ne sais pas si on le voit vraiment dans la définition. Ah, d'accord. Alors, le troisième point, je vais vous le donner, c'est que c'est l'autorégulation. D'accord ? L'autorégulation, puisque, en fait, donc, chaque individu... Il n'y a pas de contrainte. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de contrainte, il y a pas, dans ta définition, la dernière phrase, c'était écrite, il n'y avait pas de contrainte, et donc chaque personne coopère. Donc, on peut comprendre que la personne, elle est libre de coopérer ou pas, mais en même temps, il y a cette notion de progrès que la personne doit aller dans une... je ne me rappelle plus comment c'était écrit, mais elle doit aller dans un certain sens. Ouais, très bien. En fait... Voilà, volontaire, coopération libre et volontaire entre individus. Donc, notre système, il n'est pas fondé sur un gouvernement qui va contrôler, mais sur nous qui coopérons à ce qu'on puisse aller vers un sens, pour donner un sens à la société. Je ne sais pas si... D'accord. Alors, en fait, pour reformuler, en fait, il n'y a pas besoin de gouvernement parce que tout finit par se réguler tout seul, en fait. D'accord ? Tout finit automatiquement par s'arranger tout seul, parce que les gens vont finir par coopérer, et finalement, il y a une harmonie qui va se créer tout seul, donc on n'a pas besoin qu'il y ait un gouvernement qui mette des règles. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les 3 points que vous devez retenir. Alors, donc, liberté maximale, d'accord ? Liberté maximale. Deuxième point, opposition à tout type de gouvernement, d'accord ? Donc, le gouvernement doit prendre la place la plus petite possible. Et enfin, cette idée que, voilà, tout finit par la libre coopération, les choses s'arrangent toutes seules, en fait, d'accord ? Donc, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que ce modèle... c'est déjà mis en place dans une société ou une autre, ou est-ce utopique ? Ah, c'est une très très bonne question, et donc, mais tu prends un peu de l'avance, okay. Mais dans le cas pratique qu'on va voir, on va justement voir, en fait, on va traiter cette question. Dans l'article qu'on va étudier tout à l'heure, alors... D'accord, très bien.
dans l'article, alors si on peut remettre le PowerPoint, dans l'article en fait qu'on va étudier tout à l'heure, il y avait un extrait qui m'a assez interpellé. C'est qu'en fait les libertariens en fait dans leur idéologie, en fait ils s'appuient sur la Bible en fait. Vous le saviez ou pas, non? Un passage en particulier. Et alors je vais vous mettre, donc ça c'est un extrait en fait de l'article qu'on va voir tout à l'heure. Et il nous est dit: les libertariens se retrouvent en outre dans la critique de la royauté, du pouvoir central, émise par le prophète Samuel dans la Bible, lorsqu'il met en garde les Hébreux contre la monarchie dont ils souhaitent l'instauration, explique-t-il. D'accord? Donc est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce passage, le prophète Samuel? Donc le prophète Samuel, contre quoi il mettait en garde? Ah, vous voulez un roi, donc ce roi, il va vous voler vos femmes, il va vous voler vos terrains, donc le roi, c'est plein de contraintes qui vont vous arriver. D'accord? Et donc du coup, les libertariens, donc ça c'est tiré de l'article, les libertariens en fait, ils se basent sur ça pour montrer en fait que le gouvernement, tout type de gouvernement est forcément mauvais. Donc la question qui me vient à l'esprit, c'est: est-ce que le prophète Samuel était libertarien? La question que je vous pose. Alors il faut expliquer. Non, il faut tout mettre dans son contexte. Oui. Alors, je vous écoute. Il faut tout mettre dans son contexte. Je ne dirais pas que Samuel il était libertarien, je dirais simplement qu'il il était obéissant à la volonté de Dieu. Dieu avait dit aux Hébreux que c'était lui, leur Dieu, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Donc du coup, vouloir un Dieu, un roi pour ressembler aux nations environnantes, c'était rejeter le vrai Dieu. Donc Samuel, non. Voilà. Donc très bien. Donc en fait Samuel, ce qu'il mettait en fait, il contrastait deux types de gouvernement en fait. Il leur montrait quel était le gouvernement avec Dieu et quel était le gouvernement s'il choisissait un roi. Et en fait, il leur montrait justement les désavantages s'ils se détournaient de Dieu et s'ils choisissaient un roi. Donc on voit que c'est ça vraiment le sens de ce que voulait montrer Samuel. Et donc ce n'est pas l'idée en fait de bannir tout type de gouvernement. D'accord ? Mais en fait, on voit en fait que les libertariens utilisent en fait cet argument et quelque part, ils tordent le sens de ce qui voulait vraiment être dit. Et d'ailleurs, donc Thomas Paine en fait qui cite ce passage. Donc moi du coup je suis allé lire en fait son essai, donc Le sens commun. Et lui, lorsqu'il cite ce passage, en fait, il met en avant le gouvernement démocratique comparé à la royauté. D'accord ? Et donc c'est pas du tout l'absence de gouvernement. D'accord ? Donc en fait, on voit en fait que quelque part en fait il y a cette idée de tordre un petit peu le sens en fait de ce qui était vraiment dit. Très bien. Alors, ce que j'aimerais qu'on voit maintenant, alors un petit rappel, donc comparé par rapport à ce qui a été dit ce matin. Alors, je vais effacer ça. Alors, avant qu'on commence à regarder en fait cet article, j'aimerais en fait qu'on se souvienne du texte d'Ecclésiaste 1, verset 9, qui nous dit... Non, alors là, je vous ai piégé. Voilà, très bien. Je vous ai piégé, parce que souvent, lorsque je cite Ecclésiaste, c'est pour dire il y a un temps pour tout, mais cette fois, non. Donc, je vous ai eu. Non, effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord ? Et donc, ce texte, on l'a souvent utilisé pour montrer les règles d'interprétation prophétique, le début, la fin, par le commencement, tout ça. Mais ce texte, il veut aussi simplement dire en fait que ce que vous voyez en fait à la fin, en fait, c'est les mêmes choses que vous voyez au début et de tout temps en fait. Et donc, ce qu'on va voir dans l'article, je vous ai toujours pas dit ce qu'on va voir, mais ce que vous verrez dans l'article, j'aimerais qu'on comprenne en fait que qu'on reparte du gouvernement d'Éden en fait, puisque en fait c'est le premier gouvernement qui a été instauré en fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'Éden pour arriver aux États-Unis.
on a déjà vu dans différentes études qu'en fait, les États-Unis, c'est un Éden. C'est un type de l'Éden. Je ne sais pas si c'est clair pour chacun d'entre vous, mais les États-Unis, en fait, c'est le pays glorieux. Donc, le pays glorieux, c'était la Canaan. Et en fait, lorsque Dieu a institué les États-Unis, en fait, il a institué les États-Unis sur les mêmes bases, en fait, que l'Éden. D'accord ? Et ce qu'on va voir également, c'est que la problématique qui s'est jouée en Éden, par rapport à la liberté, c'est la même problématique qui se passe sous nos yeux aujourd'hui par rapport, en fait, à la liberté, l'égalité. D'accord ? Donc vous connaissez en fait ces citations qui nous montrent, donc la première, elle nous montre que en fait le gouvernement de Dieu, donc le gouvernement en Éden, il était basé sur la liberté. Donc vous voyez bien ce mot qui est présent. Il leur accorde une entière liberté. Il était aussi basé sur l'égalité, sur le respect en fait des droits de chacun en fait. D'accord ? Et cette liberté, c'était, comme a parlé Maurice, la véritable liberté. Donc c'est un gouvernement qui était basé sur la liberté et l'égalité. D'accord ? Et ce qui s'est produit, donc vous voyez que ce gouvernement qui est basé sur la liberté, il y a quand même, donc lorsque Dieu donne ses principes, il y a toujours un mais. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais. Donc la liberté, elle n'est pas maximale en fait. D'accord ? Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour. D'accord ? Et donc, comme on a vu, donc Maurice en a parlé ce matin, cette liberté, elle va être pervertie. Et est-ce que vous vous souvenez pourquoi ? Du coup, on dit que la liberté a été pervertie. Je crois qu'on a dit que c'est à cause de l'usage qu'on fait de la liberté. Si on l'utilise mal, on pervertit. Quoi. Voilà, très bien. Donc cette liberté, elle a été utilisée pour se rebeller contre Dieu, en fait. D'accord ? Cette liberté que Dieu avait donnée, elle a été utilisée pour se rebeller contre Dieu. Donc vous voyez bien ici que dans le gouvernement, lorsqu'on retourne en Éden et qu'on regarde ce qui s'est produit donc avec la chute de Lucifer et la chute d'Adam et Ève, en fait, c'est un problème par rapport à la liberté, en fait. C'était la liberté qui était en question ici. Et vous voyez donc dans la citation, donc, à cause du temps, on ne va pas pouvoir toutes les lire, mais il est dit « La loi mettait un frein à leur liberté et son but principal était de l'abolir. Ils prétendaient que les anges n'avaient pas besoin de loi, mais ils devaient se sentir libres de suivre leur propre volonté. » D'accord ? Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous allons voir dans l'article, en fait, c'est des choses qu'on voit déjà s'illustrer dans le premier gouvernement en fait, que Dieu a établi. D'accord ? Liberté, égalité. Alors ça, c'est encore une autre citation, et j'aimerais que vous repensiez au triangle. Donc le triangle, en fait, c'était quoi ? C'était liberté maximale, c'était opposition au gouvernement, et c'est, en fait, tout va s'arranger tout seul, en fait. On n'a pas besoin du gouvernement pour pouvoir... voilà. Et lorsqu'on lit, par exemple, cette citation, donc sur Lucifer, il commence par insinuer des doutes au sujet des lois qui gouvernent les êtres célestes, donc déjà une défiance au niveau du gouvernement. Il suggère que si ces lois sont indispensables pour les habitants des mondes créés, elles ne le sont pas pour les anges, en fait. D'accord ? Et ils peuvent se gouverner, comment ? Par leur propre sagesse, tout seuls, en fait. Et enfin, il se propose de procurer la liberté, tandis que la liberté dont nous avons joui jusqu'ici vient de prendre fin. Un maître absolu vous a été donné. Donc, vous voyez ici qu'on retrouve les 3 points qu'on a vus tout à l'heure dans le libertarisme, en fait. Donc, la liberté au maximal, pas de gouvernement, et tout s'arrange tout seul par notre propre sagesse. D'accord ? Donc ça, là, on a vu le premier gouvernement, donc le gouvernement de Dieu. Et en fait, lorsque Dieu va instituer les États-Unis,
en fait, on va se rendre compte que les États-Unis, en fait, aussi ont été instaurés sur une base de liberté et d'égalité, en fait. Et vous voyez ici qu'il nous est dit, parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Donc on a la liberté, et tout de suite après, leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité: tous les hommes sont créés égaux. D'accord ? Donc on voit bien ici que le gouvernement des États-Unis, il est basé sur la liberté et l'égalité. D'accord ? Est-ce que, jusqu'à présent, est-ce que c'est clair pour chacun? Oui? Pour le Zoom? Oui? Oui. Très bien. Alors maintenant, je vous propose, donc là on a vraiment établi les bases. Donc si vous avez suivi, j'espère que vous avez vu que voilà, pourquoi on parle du libertarisme. Donc on a retracé les vêpres, on a redéfini le libertarisme et on a regardé en fait le gouvernement de Dieu, les gouvernements des États-Unis. On a vu en fait comment ils étaient basés sur la liberté et l'égalité. Donc les bases ont été posées. On est tous d'accord? Oui? Très bien. Eh bien, je vous propose de commencer à regarder en fait l'article. Donc, c'était un article du Monde, donc c'était au mois de décembre 2022. Et en fait, quand j'ai lu cet article, alors je me suis pas dit que c'était quelqu'un du mouvement qui l'avait écrit, mais presque en fait, parce qu'il y avait tellement de liens et de connexions. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir aussi comme moi, hein, mais que j'ai vraiment vu beaucoup de connexions. Alors, l'article, en fait, il y a un petit résumé sur cet article au départ. Et l'article, en fait, nous dit, donc le titre de l'article, c'est « La quête d'absolu des libertariens, apôtres de la liberté individuelle à tout prix ». C'est l'article que tu avais posté? Oui. Vous ne pouvez pas le lire? Si. Enfin. Moi, j'ai pas pu, il fallait s'abonner. Oui, mais on a l'abonnement. C'est du Monde? Oui. Ah ben non, c'est pas celui-là, alors je pense à un autre. D'accord. Donc il nous dit 3 points. Elon Musk, patron de Twitter, est devenu l'incarnation des libertariens. Ça, on va revenir sur ça plus tard. Né aux États-Unis, ce courant politique prône une intervention minimale de l'État dans la vie des citoyens et une liberté d'expression maximale. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et le 3e point, des idées que chérit la droite américaine la plus dure. Alors là, ça devient intéressant parce que, en fait, on a étudié du coup la droite américaine, le conservatisme religieux de la droite, voilà, aux États-Unis. Et l'article nous fait un lien du coup en nous montrant qu'il y a des idées qui sont en commun. Donc ça déjà, ça commence à nous interpeller. L'image aussi, je ne sais pas si tu peux. Alors l'image, je l'ai mis, voilà, c'était l'image du Monde. Alors qu'est-ce que vous voyez sur cette image? L'argent, l'économie. L'argent, donc tout. Alors, bon, c'est moi qui parle, après je peux passer le micro. L'argent, donc le capitalisme ou bien l'économie, je le rapporte plus à l'économie libérale des libertaires, d'accord? La flamme de la statue de la liberté et la liberté des armes, le port des armes. D'accord. Donc, toute une question de liberté. Très bien. Alors, donc, il y a plusieurs phrases en fait qui m'ont interpellé dans cet article, mais une des phrases, et j'aimerais vous entendre dessus. Dans les années 1990, l'essor d'Internet remet à la mode la pensée libertarienne. Donc quand vous entendez ça, vous ne pouvez pas rester neutre, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ça en fait. Alors, allez-y. Donc, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là, quand vous voyez une phrase comme ça? Alors,
Alors, juste une première idée, c'est que si ça remet à la mode la pensée libertarienne, ça veut dire qu'elle a été à la mode dans le passé. Très bien. Ça, c'est très bien, effectivement. Donc, on va voir. On va expliquer tout ça. Alors, mais avant de te donner la parole, on n'avait pas ce lien-là, en fait. En fait, il y a un lien entre l'essor d'Internet et la pensée libertarienne. Nous, on n'avait pas ce lien-là, mais on avait les deux choses. Ça veut dire que dans les études que l'ancien TS nous a fait, elle nous a fait des études pour nous montrer que 1989, le commencement de la ligne de réforme, c'était l'ère de l'information et que c'était important. Donc ça, on avait ça d'un côté, et après, on avait dans les VEP le libertarisme, en fait. Et là, il y a un lien qui est fait dans les deux, qu'on n'avait pas, enfin en tout cas moi je ne sais pas pour vous, mais qui n'avait pas, jusqu'à présent, n'a pas été fait. Et dans l'article, il fait ce lien, en fait. Peut-être quand on ira dans le passé, on verra le lien, peut-être, ou pas du tout, j'en sais rien. Moi, ce qui m'importe, c'est 90, c'est le mot Internet. Donc là, je pense tout de suite qu'il y aura une guerre d'information. Parce que si la pensée libertarienne qui dit liberté maximale, donc derrière, il y aura des informations qui iront à l'encontre. Donc il y aura une guerre d'information. Mais après, comment, je ne sais pas. Ok, très bien. Pourquoi donc 1990, donc c'est 1989, hein, c'est l'invention d'Internet. En quoi c'est en lien, en quoi ça a favorisé l'émergence, le fait de revenir à la mode de la pensée libertarienne. Donc je vous laisse réfléchir, ce qui vous vient à l'esprit. Ah, Elisa veut dire quelque chose? Alors, je ne fais pas le lien tout de suite avec le début de l'Internet, parce que je ne sais pas vraiment comment le lier, mais avec l'Internet en soi, ça a permis aux gens de s'exprimer, aux personnes de s'exprimer librement, de manière plus ou moins anonyme ou plus ou moins libre, et de dire en fait des choses qu'ils n'auraient peut-être pas osé dire en public ou autrement en fait. Donc il y a ce lien, mais dans les années 90, je vois pas le lien tout de suite, quoi. Ok. Alors vous allez voir le lien que fait l'article, et ça va vous surprendre. Pour répondre à... Que Internet donne l'accessibilité à différents types d'informations, donc je sais pas, peut-être que... Donc ça donne aux gens la liberté d'expression, la liberté de penser à différentes choses, tandis que au niveau politique, parfois ils axent l'information sur un seul aspect, et donc le peuple se tourne vers une seule pensée. Tandis qu'avec Internet, on a la pensée de tout le monde, quoi, entre guillemets. Mmh. Très juste. Je sais pas, mais quand je vois la pensée libertarienne aussi, des années 90, je me dis, est-ce que c'est pas aussi au niveau politique la pensée où les États-Unis ne doivent pas être interventionnistes? Je sais pas, je pense à ça aussi. Alors tu fais le lien, alors je vais répondre à la question de Pascal. Donc effectivement, la pensée libertarienne, elle a émergé aux États-Unis bien avant, et en fait, elle a toujours émergé en réponse à des événements externes. Donc le premier événement, c'est la grave crise qu'il y a eu en 1929. Donc lorsqu'il y a eu cette grave crise, en fait, l'État a dû intervenir, en fait. Donc l'État a dû intervenir pour pouvoir venir en aide aux personnes qui étaient ruinées par rapport à toute cette crise. Et là, automatiquement, les libertariens se sont élevés en disant non, il y a un problème. L'État intervient trop. D'accord? Et donc là, il y a eu une première résurgence de la pensée libertarienne. Tu voulais... Alors, quand tu dis ça, peut-être que ça ne portait pas le nom de libertarien, mais quand tu regardes les sudistes avant la guerre de sécession, c'est un peu ce mode de pensée qu'ils avaient, puisque en fait, on veut la liberté d'agir comme on le veut, et on ne veut pas que l'État fédéral se mêle de la façon dont on agit, et c'est pour ça qu'on veut la sécession. Ça ne s'appelait pas libertarien, mais c'est ce mode de pensée aussi, finalement, qui existait. Donc, effectivement, en fait, cet état d'esprit, c'est très ancré chez les Américains, cette liberté sacrée, en fait. D'accord ? Et c'est lié à leur histoire, en fait. Parce que le New Deal, c'est l'État
providence et l'État qui va réglementer justement le commerce. Et eux, ils vont répondre d'une certaine façon avec le capitalisme et le gramme. Effectivement, ouais, je me rappelle de la... Très bien. Deuxième événement, la guerre au Vietnam. Donc la guerre, lorsqu'il y a cette guerre au Vietnam, en fait, c'est l'État qui intervient et qui demande aux gens d'aller faire la guerre. Et en fait, les libertariens sont forcément opposés à tout type de guerre, puisque en fait, c'est toujours l'État qui est impliqué, en fait. Et eux, comme ils veulent un État au minimum, et bien forcément, ils vont s'opposer à ça. D'accord ? Et puis, donc on arrive en 89, et 89, l'invention d'Internet, et ben ça va permettre un renouveau de la pensée libertarienne. Et alors, lorsqu'on pense en termes de ligne de réforme, après 89, qu'est-ce qui vient ? Alors, j'entends 11 septembre, un petit peu avant. J'entends 91, 96. Alors, on va partir sur 96, parce que donc, je n'étais pas au bout de mes surprises, puisque, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 96 ? La déclaration d'indépendance du cyberspace. Alors déjà, le terme déclaration d'indépendance du cyberspace, ça vous renvoie à quoi ? Donc, alors, la déclaration de l'indépendance de 1776 aux États-Unis. D'accord. Donc, c'est un texte en fait qui va être émis en 1996 et qui va s'appeler la Déclaration d'indépendance du cyberspace. Et qu'est-ce que ce texte va contenir ? Il soutient l'idée qu'aucun gouvernement, donc vous le voyez, je l'ai mis en bleu, il soutient l'idée qu'aucun gouvernement ou qu'aucune autre forme de pouvoir ne peut s'imposer et s'approprier Internet alors en pleine extension. D'accord ? Première chose. Deuxième chose, il a été écrit en partie en réponse à l'adoption de la loi sur les télécommunications de 1996, alors sous Bill Clinton. Donc lorsque Internet va émerger, donc Internet c'est un nouvel espace qui va révolutionner la société comme on le sait, d'accord ? Et en fait l'administration Bill Clinton va vouloir faire quoi ? Va vouloir réglementer. Donc ils vont sortir une loi pour pouvoir réglementer. Et le contre-coup de ça va être ce texte de déclaration d'indépendance qui soutient que, en fait, l'Internet, ça doit rester liberté maximale, en fait. D'accord ? Donc on voit quoi ? Liberté maximale, aucun gouvernement, et en fait, l'idée, c'est que, en fait, ça va se réguler tout seul, en fait. Donc c'est ce qui va permettre l'évolution, la résurgence de cette idée libertarienne. C'est cette explosion d'Internet, en fait. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment en réponse à quelque chose. Bill Clinton fait adopter une loi pour pouvoir réguler un peu Internet, loi sur les télécommunications, et du coup, ils réagissent. Voilà, exactement. Et donc, on va continuer. Et voilà, donc la déclaration énonce, dans 16 paragraphes courts, le refus de l'appropriation du cyberspace par un gouvernement extérieur. Donc ça, on l'a vu. Et vous l'avez vu un peu plus bas, il se précise qu'Internet se régule lui-même. Donc en fait, quand Internet arrive, on a vraiment toutes les caractéristiques en fait, de la philosophie libertarienne. Et le dernier paragraphe, très imprégné par les valeurs de la culture américaine, il le fait dans un langage évocateur de la déclaration d'indépendance des États-Unis, en fait. Donc en fait, ils se sont calqués sur la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et ils disent que, en fait, le cybermonde, l'Internet, c'est comme un nouveau monde, en fait. Et de la même façon que les États-Unis, en fait, lorsqu'ils fuyaient l'Europe, ils fuyaient ces gouvernements oppresseurs pour pouvoir faire un nouveau monde, ils voulaient la liberté, et bien Internet, c'est la même chose, en fait. Donc on peut faire le lien aussi par rapport aux États-Unis et montrer, en fait, que cette liberté-égalité va se jouer aussi, en fait, par rapport à l'explosion d'Internet. Alors, juste, tu n'as pas relevé la règle d'or, mais ils ont une règle d'or quand même, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et c'est là que je me demande si c'est pas un peu antinomique, mais ça revient à la question qu'a posée tout à l'heure Chimène. Est-ce que, du coup, il n'y a pas une utopie derrière tout ça ? Parce que comment on peut espérer avoir une liberté totale
et donc pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, à qui l'on veut, et imaginer que finalement, on ne ferait pas à quelqu'un quelque chose qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Ma phrase, elle est un peu tordue, mais... J'ai bien compris, et c'est là qu'on va voir un petit peu plus tard, en fait, les contradictions. Eux, les libertaires, ils disent ça, mais sans nuire physiquement aussi. Oui. Donc, c'est ça, sans nuire physiquement. Hein. C'est là qu'on arrivera aux contradictions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est tout ça? Parce que voilà, au départ, c'était l'émergence d'Internet, c'était un peu utopique. Voilà, un monde libre, aucune régulation, aucune contrainte. Et qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? Aujourd'hui, on se rend compte, donc ça c'était 30 ans après, Internet n'a pas de gouvernement élu, il est peu probable qu'il en ait un, mais cela ne signifie pas qu'il ne doit pas être régi. Internet est gouverné, comme le sont toutes les technologies, non seulement par les normes et les croyances de ses utilisateurs, mais aussi par les lois et les valeurs des sociétés dans lesquelles elles vivent. Donc aujourd'hui, 30 ans après, avec du recul, les gens se rendent compte que, finalement, Internet doit être régulé. Et que cette pensée libertarienne, en fait, elle aboutit à des incohérences. D'accord? Mais ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas, finalement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça nous amène, du coup, on va continuer en fait sur l'article. Et en fait, l'article va nous parler d'Elon Musk. Alors, Elon Musk, qu'a-t-il fait? Quel fait marquant a-t-il provoqué, en fait, dans le passé récent, 2022? Le rachat de Twitter. Alors, il y a quelques personnes ici, lorsqu'il y a eu ce rachat Twitter, qui ont envoyé des articles sur le groupe WhatsApp. Pascal, tu te souviens peut-être pas. Et il y avait David Yeoula aussi. Ouais. Et il y avait également Natacha aussi. Alors, vous trois, je vous pose la question. Alors, si vous avez envoyé cet article, c'est que vous avez pensé, enfin, vous avez vu qu'il y avait une dimension par rapport au message, une dimension prophétique. Donc, qu'est-ce qui vous a interpellé lorsque vous avez vu, en fait, ce rachat de Twitter par Elon Musk? Tu me donnes la tâche la plus facile, j'ai l'impression. Par rapport aux idées d'Elon Musk, racheter Twitter, en fait, on voyait déjà, enfin, pour ma part, je voyais déjà où ça pouvait aboutir par rapport à ces idées. Homme le plus riche du monde qui prône donc cette liberté, d'accord? Et l'un des plus importants réseaux sociaux au monde, qui a beaucoup d'influence. Donc, pour moi, c'est vrai que c'était quelque chose de marquant. Mmh. Voilà. Très bien. Et la preuve, on le voit maintenant avec toute la réintroduction de... Bon, je ne vais pas dire plus. Ok. Très bien. Tu veux... Non? Moi, je pense que c'est un peu comme David, c'est-à-dire on sait qu'Elon Musk, quand il a parlé de racheter Twitter, c'est qu'il voulait... il prenait la liberté d'expression pour tous, et c'est vrai que des personnes qui avaient été exclues de Twitter, il avait dit que lui, il les réintégrerait parce que tout le monde avait le droit de dire ce qu'il avait envie de dire. Très bien. Voilà. Donc pour résumer, en fait, pour un petit peu tout le monde, donc lorsqu'on continue l'article, en fait, l'article nous dit, donc je l'ai mis en rouge, Elon Musk est le plus souvent associé à la philosophie libertarienne, peu connue en France. D'accord? Elon Musk se rapproche de ce courant de pensée, de l'individualisme radical qu'il promeut et de son opposition à toute forme de contrainte. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, il nous est dit aussi que lui, son but, c'est la plus grande liberté d'expression possible. D'accord? Et c'est pour ça, en fait, qu'il a donc racheté Twitter. Donc Twitter, c'est un grand réseau social, en fait, mondial. Et il veut en faire donc une plateforme pour la liberté d'expression autour du globe. Donc on voit vraiment qu'il a en fait, il porte cette idéologie libertarienne et il a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars, donc 44 milliards de dollars, parce qu'il veut en faire une plateforme pour la liberté d'expression. D'accord?
Et il nous est dit également qu'il s'était indigné de la modération des contenus. Alors, pour expliquer un petit peu donc Twitter c'est un réseau social où tout le monde peut s'exprimer. Mais Twitter, dans l'absolu, lorsqu'il a été créé, Twitter est modéré. Donc modéré de deux façons, c'est-à-dire qu'il y a des modérateurs, donc des personnes, qui vont, lorsque on va avoir un message haineux ou un message raciste ou un message ou une fausse information, par exemple sur les vaccins ou quoi que ce soit, qui va être signalé, et bien il y a des gens qui sont employés pour modérer le réseau. D'accord ? Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des algorithmes, donc des programmes informatiques, qui vont détecter aussi automatiquement tous les messages injurieux, les messages racistes, et qui vont aussi les supprimer. Donc en fait, le réseau Twitter était donc régulé, donc il était modéré en fait de ces deux façons-là, en fait. Et donc lorsque Elon Musk a racheté Twitter, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait enlever en fait toute cette modération pour que tout le monde puisse avoir la liberté d'expression. Maintenant, il y avait quelqu'un, un homme, qui utilisait beaucoup Twitter. Ah. D'accord, vous l'avez tout de suite eu. D'accord ? Et qu'est-ce que ça a provoqué en fait ? Donc Donald Trump utilisait énormément Twitter. D'accord ? Donc au début c'était amusant. Donald Trump, il est devant sa télé, il se lève à 5h du matin ou 6h du matin, il regarde sa télé, il voit quelque chose, hop, il envoie sur Twitter et il commente sans arrêt. Donc c'était ça, et tout le monde trouvait ça un peu loufoque, tout le monde trouvait ça un petit peu amusant. Puis à un moment donné, c'est devenu moins amusant. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord. Le 6 janvier. Alors, donc pour que je vous assure que tout le monde qu'on soit tous au même niveau. Donc, lorsque l'élection de 2020 a été perdue, d'accord, et en fait, Donald Trump, comme à son habitude, il a continué à utiliser Twitter en balançant des fausses informations. L'élection a été truquée, voilà. Et en fait, il a réuni bon nombre d'opposants, et c'est ce qui a provoqué, du coup, le 6 janvier, donc l'invasion du Capitole. D'accord ? Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que, déjà, lorsqu'il y a eu l'invasion du Capitole, tout le monde a pointé du doigt les réseaux sociaux, comme Twitter, et Donald Trump, il a perdu son compte aussi sur Twitter. Il a été enlevé de ce compte Twitter. D'accord ? Et à votre avis, quelle est une des premières choses qu'a fait Elon Musk lorsqu'il a racheté Twitter ? C'est de réintégrer Donald Trump, forcément. Alors, donc il y avait une petite vidéo du coup, alors la technique. Alors, il y avait une petite vidéo que je vous ai montrée, que j'avais déjà envoyée, mais que peut-être que tout le monde n'a pas forcément vue, qui dure pas longtemps. Alors, oui, tu peux. Donc lorsque Elon Musk il a racheté Twitter, en fait, le symbole de Twitter, c'est un oiseau bleu. D'accord ? C'est le petit oiseau bleu. Et en fait, lui, ce qu'il a dit, c'est l'oiseau est libre. Parce qu'en fait, l'oiseau était en cage, en fait, parce que Twitter, il n'y avait pas la liberté d'expression, Twitter était modéré, tout le monde ne pouvait pas s'exprimer comme il voulait. Et lui, ce qu'il a dit, c'est, j'ai rendu cette liberté à l'oiseau. Et donc, ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est, quels sont les effets déjà ? Alors, c'est pourtant récent, c'est quelques mois, mais qu'est-ce qu'on peut déjà, de quoi on peut se rendre compte déjà aujourd'hui ? Donc voilà, 44 milliards de dollars, donc il a acquis Twitter. Donc voilà, donc il veut vraiment transformer Twitter. Donc il va commencer par licencier tout le monde, quasiment, la moitié des effectifs.
Alors là, il a écarté les 4000 prestateurs, donc c'est des modérateurs, c'est des gens qui veillaient sur les contenus. D'accord? Mais par contre, il a réactivé donc des comptes, des gens qui étaient bannis. Donc on voit Donald Trump et on voit des complotistes. Des gens qui propagent des fausses informations sur les vaccins. Racisme, antisémitisme, homophobie, ça a augmenté. Et donc, on lui impose des obligations de modération. Voilà. 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 La loi restreint la liberté de l'oiseau bleu. Voilà, très bien. J'ai vu, la loi restreint la liberté de l'oiseau bleu. Donc on le voit bien, mais... Donc, ce qu'on voit ici, alors je ne sais pas si vous voulez peut-être réagir par rapport à cette vidéo, mais qu'en fait, on revoit, en fait, c'est des thèmes qu'on a étudiés, en fait, tout ce qui est les sources d'information, les théories de conspiration, le racisme, sexisme, homophobie, toutes ces choses-là, en fait, on voit en fait que cet acte-là, moi je le vois comme, alors je n'ai pas le mot exactement, mais c'est comme une parabole en fait. C'est un acte qui nous montre en petit, voilà, le grand en fait, d'accord? Et tous les enjeux en fait d'aujourd'hui par rapport en fait à la liberté d'expression, par rapport aux fausses informations, par rapport aux théories de conspiration. Et en fait, on voit finalement que la liberté d'expression, la liberté absolue, en fait, ça crée plus de problèmes en fait. Et ce qu'on voit également, alors, si on peut... Mickaël, juste avant que tu interviennes par rapport à ce que tu vas dire, dans la dernière photo que tu as montrée sur Twitter, on voit 4 personnages, le dernier, je ne sais pas qui c'est, mais il y a, il y a l'ancien président des États-Unis qui représente le nationalisme. On voit Andrew Tate qui a un gros problème de sexisme. Et on voit Kanye West avec le racisme. Ouais, j'avais un doute, mais ouais, je pensais que c'était bien. Natacha, tu peux répéter s'il te plaît? Sur la photo que tout à l'heure Mickaël a fait passer dans le reportage, il y a 4 personnages. Le dernier avec les lunettes, je ne vois pas qui c'est. Mais on voit l'ancien président des États-Unis qui représente le nationalisme. Lui, il prône le nationalisme. Ensuite, on voit Andrew Tate qui est un sexiste reconnu mondialement sur la plateforme. On a eu plusieurs articles dessus qui ont été postés sur le groupe. Et on a aussi le racisme qui est prôné par Kanye West. Très bien. Donc voilà, on voit, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on voit déjà les effets. Donc le rachat Twitter, c'était en octobre 2022. Donc c'est il n'y a pas très longtemps, mais on voit déjà les effets. Et donc si on revient sur le PowerPoint, donc comme on l'a vu, Donald Trump va être réintégré. Le réseau, à partir du 23 novembre, le réseau cesse d'appliquer son ancien règlement qui visait à lutter contre les informations trompeuses au sujet de la pandémie de Covid-19. Donc toutes les fausses informations, voilà. Et après, moi j'ai trouvé ça intéressant, il a bloqué des médias américains. Et qu'est-ce qu'il va bloquer? CNN, New York Times et le Washington Post. Ah tiens, c'est bizarre, il n'y a pas Fox News. Voilà. Donc c'est là qu'en fait on va découvrir en fait le paradoxe, c'est-à-dire que lui il était pour la liberté d'expression. Donc s'il est pour la liberté d'expression, pourquoi en fait il va bloquer CNN et Washington Post? D'accord? Donc en fait on voit qu'on arrive vraiment. Et après, donc, si vous lisez l'article, ils vont vous expliquer comment, même par rapport au climat, enfin tout ça, il va en fait changer beaucoup de choses par rapport à ça. En fait, il va changer l'algorithme qui limitait les communications sur le changement scientifique, enfin le changement climatique. Voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Non? Si, moi je voudrais dire que c'est quand même assez intéressant que du coup on ait cette lumière par rapport au libertarisme. Et c'est là où on voit qu'on arrive à une période de la loi du dimanche où, contrairement à ce qu'Elon Musk a voulu faire penser lorsqu'il a dit qu'il veut laisser la liberté d'expression à tous, on voit qu'il fait le choix de laisser la liberté d'expression à ceux qui vont prôner des valeurs qui ne sont pas du tout égalitaires. Et qu'au contraire, il va aller très loin par rapport à notre message, à des valeurs qui vont être des textes, alors qu'on arrive à la loi du dimanche, se positionner sur le racisme, se positionner surtout sur le sexisme. Tout ça, il va y avoir sur la plateforme la plus grande mondialement connue, une liberté. Et tout le monde devra se positionner par rapport à ça. Ça montre qu'on est vraiment, alors qu'on arrive à la loi du dimanche, comment tous ces messages nous ont amenés vers ce point qui prépare non seulement le peuple de Dieu, mais aussi le peuple de Dieu à l'extérieur pour ce test de la loi du dimanche. D'accord. Pour répondre à Natacha, peut-être que la quatrième personne que l'on n'a pas reconnue dans la petite vidéo, c'est Jordan Peterson qui est mentionné dans la diapo. Et en fait, Jordan Peterson, Tess en parle à l'EDP 2019 comme étant un complotiste avéré et qui, en fait, agit sur la même plateforme que Steve Bannon. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, alors je ne sais pas combien de temps il me reste. 25 minutes. Ok, parfait. Voilà, donc j'espère que vous commencez à voir, en fait, voilà, lorsque j'ai lu cet article, tous les liens, toutes les connexions que ça m'a permis de faire par rapport au message et par rapport au fait, effectivement, que voilà, le libertarisme avec l'évolution d'Internet, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, forcément vu, en fait. D'accord ? Mais l'article, il continue encore. Mais par contre, j'ai une question, Michael. Parce que tu disais qu'on allait remonter dans le passé pour voir le lien avec le libertarianisme, donc c'était le New Deal, c'est ça ? Ok, d'accord. Voilà, c'était ça. Alors... Alors, dans le temps qui nous reste, il y a un autre lien que j'ai trouvé, qui m'a vraiment interpellé dans la suite de l'article. Et juste avant de voir ça, on va juste resituer les bases et le contexte. Donc, on se souvient en fait que les États-Unis sont décrits dans la prophétie comme étant donc une bête semblable à un agneau qui parle comme un dragon. D'accord ? Et nous avons vu, voilà, que l'agneau et le dragon, en fait, c'est une contradiction, donc comme il nous est dit dans la tragédie des siècles, entre la profession de foi et les actes. D'accord ? Et souvenez-vous, lorsqu'on avait cette image d'agneau-dragon, on imaginait plutôt donc, les États-Unis comme une dictature, et on avait l'esprit sur l'exécutif. Et progressivement, on a vraiment amélioré notre compréhension, et on s'est rendu compte que finalement, c'était le judiciaire, en fait, et le législatif qui étaient importants. On est d'accord ou pas ? Oui. Et on a vu, comme je l'ai dit, en fait, que le agneau-dragon, c'est une contradiction, en fait, entre la profession de foi et les actes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les États-Unis professent quelque chose, mais lorsqu'on va regarder les lois, on va voir l'inverse. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on avait compris. Et lorsque j'ai continué à parcourir l'article, donc voilà, l'article, je suis tombé sur ça. Donc, dans les facs de droit, donc on est toujours dans cette idée de libertarisme, des étudiants estiment que ce qu'on leur enseigne est en décalage avec l'époque. Donc vous êtes dans des facultés de droit, vous avez des étudiants qui vont se préparer à être juristes et avocats. D'accord ? Ils estimaient que tous leurs profs étaient, comment ? De gauche. D'accord ?
Et donc, ils vont créer en fait une société, enfin une association, en 1982, qui va s'appeler la Federalist Society. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette association? D'accord. C'est devenu une très influente association de juristes et d'avocats, dont les principes sont inspirés de quoi? Du conservatisme et du libertarisme. Alors là, du coup, ça devient intéressant, en fait, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit l'union, enfin, à travers, du coup, cette association, on va voir l'union, en fait, entre la droite conservatrice et le libéralisme. Comme le disait l'article, il y a des idées, en fait. On disait que le libertarisme partage des idées avec la droite conservatrice. D'accord? Et donc, j'ai une définition, en fait, qu'on trouve sur Wikipédia, qui nous dit, en fait, que cette Federalist Society est une organisation conservatrice et libertarienne qui préconise une interprétation textualiste et originaliste de la Constitution des États-Unis. Et donc là, ça fait écho en fait, avec ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, puisque on a compris finalement que ce qui va se passer aux États-Unis, ça va être un problème d'interprétation de la Constitution. Les États-Unis ne vont pas devenir une dictature comme on l'imaginait, mais c'est comment les juges de la Cour suprême, par exemple, vont interpréter en fait cette quelle approche. Donc en fait, ça revient au comment lis-tu, d'accord? Et donc c'est le même problème que nous on avait lorsqu'on interprétait la Bible, avec une approche textuelle, littéraire et conservatrice. Donc ça c'est le même sujet. Et donc cette association-là, donc elle est conservatrice, libertarienne, et en fait elle a une interprétation originaliste et textualiste de la Constitution. D'accord? Et lorsqu'on continue, il nous est dit, donc en janvier 2019, le Washington Post Magazine écrit que la Federalist Society avait atteint un pic de pouvoir et d'influence sans précédent. Alors pourquoi ils ont atteint un pic de pouvoir et d'influence sans précédent? Parce que, donc à la Cour suprême, donc la Cour suprême c'est la plus haute cour des États-Unis. D'accord? Donc là on est vraiment dans le judiciaire législatif. Sur les 9 membres de la Cour suprême, il y en a 5 qui viennent de cette Federalist Society. Alors là, c'est en 2019, donc maintenant c'est 6 en fait, avec Amy Coney Barrett. D'accord? Donc sur les 9 juges, il y en a 6 qui viennent de cette association. Donc on continue. Le magazine Politico écrit que la Federalist Society est devenue l'une des organisations juridiques les plus influentes de l'histoire. Non seulement pour façonner la pensée des étudiants en droit, mais également, non mais écoutez bien, mais également pour changer la société américaine elle-même en déplaçant délibérément et avec diligence le système judiciaire du pays vers la droite. Alors vous vous rendez compte? Donc, alors lorsque moi j'ai lu cet article, je me suis dit c'est vraiment, j'en croyais pas mes yeux. Quoi. Enfin, vas-y. Et pour que Trump puisse avoir leur soutien, il a dû leur signifier qu'il allait nommer des juges exclusivement de leur société fédéraliste. Et c'est ce qu'on a vu pendant son mandat. Il a nommé presque 200 juges à des postes quasiment à vie issus de la société fédéraliste. Voilà, très bien. Donc si tu voulais dire... Non, je réagis parce qu'effectivement, ce qui est choquant, c'est de dire qu'ils sont là pour changer la société américaine elle-même. Et on comprend bien qu'en fait, ils la changent contre sa volonté. Puisqu'ils sont 9, mais en fait, il y en a 5 qui pensent comme ça. Et de ce que je me souviens qu'avait dit, comment il s'appelle Marco Barrios, dans son intervention dans Roe versus Wade, il nous dit que Samuel Alito, il a dit, en fait, vous n'avez jamais rien compris à la Constitution, et nous, on va vous expliquer ce que c'est que la Constitution. Donc à partir de là, les dés sont jetés. Très bien. Donc voilà. Et donc, en fait, ils redisent après, effectivement, que le but, la clé, en fait, c'est l'interprétation de la Constitution. C'est vraiment là que ça se joue. Et
Donc là, on est vraiment reconnaissant. Moi, j'étais vraiment reconnaissant par rapport au message, puisque on avait compris, on a pu comprendre en fait que tout se jouait par rapport au judiciaire et par rapport à l'interprétation de la Constitution et le comment dis-tu. On voit le fait de changer la société américaine, donc changer l'état d'esprit. On voit que le but, on sait que symboliquement, la droite représente le gouvernement de Satan, puisque tu as montré en Éden les deux gouvernements, la dualité qu'il y avait entre l'égalité et la liberté. Donc on voit que l'œuvre que Dieu veut faire en nous, changer notre état d'esprit, on voit que l'œuvre de l'ennemi aussi, lui aussi veut changer l'état d'esprit de son peuple aussi. Donc il y a vraiment une contrefaçon du vrai état d'esprit qu'on doit avoir, et il y a aussi un choix à faire entre les deux modèles de gouvernement qu'on nous propose. Soit le comment lis-tu, ou bien soit avoir une lecture progressiste et évolutive de la Constitution par rapport à la société actuelle. Bon. Et avec Roe versus Wade, c'est exactement ce qu'on a vu. Très bien. C'était ma conclusion. Mais très, très bien. Mais très bien, effectivement, de voir que, en fait, Dieu, il fait un travail en nous, dans le mouvement, pour nous faire vraiment passer de la droite vers la gauche par rapport à tout ce que tu dis. Et en fait, voir en fait comment, et donc avoir une lecture du coup dispensationaliste, d'accord. Et on voit en fait en externe l'inverse qui se produit avec une lecture, une interprétation littérale et originaliste, et effectivement ces forces en fait qui veulent pousser l'Amérique du coup vers la droite et vers le conservatisme en fait. On voit vraiment les deux opposés. C'est ça, c'est la réflexion que je me suis faite également. Et donc lorsqu'on continue donc, dans l'article, il nous est dit que, sans surprise en fait, de nombreux, alors c'était écrit il y a quelque temps du coup, des nombreux membres de la Federalist Society sont favorables à l'annulation de Roe versus Wade. Et donc on a vu ce qui a pu se produire, donc décision de la Cour suprême qui autorise l'avortement. Et donc pour finir, donc on a vu beaucoup de choses. Moi je voulais faire un focus sur Clarence Thomas, donc qui est en fait le premier juge, c'est le premier membre de cette société qui est arrivé à la Cour suprême des États-Unis. Et il nous est dit que ce personnage profondément conservateur a pu faire avancer des causes chères à la droite, ainsi qu'aux libertariens. Donc on voit là, encore une fois l'union entre les deux, telles que le port d'armes et la liberté d'expression. Donc on en revient toujours au même. Et il nous est dit donc, Clarence Thomas est le premier membre de la très puissante Federalist Society à rejoindre la Cour suprême. Et qu'il y en a, sur les 9 juges de la Cour suprême, il y en a 6 qui sont donc, issus de cette association. Et il nous est redit, c'est cette association qui a propagé la théorie d'interprétation de la Constitution dominante aux États-Unis, l'originalisme. Et donc c'est expliqué, selon elle, il faut essayer de rester au plus près des intentions des pères fondateurs, ce qui amène généralement à limiter l'action du gouvernement fédéral. Libertarisme. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait des questions ou des remarques ou des interventions? Est-ce que vous voulez réagir à cela? Micro. Par rapport à la première partie que tu as posée sur le libertarianisme, le lien entre... Parce que c'est vrai que Tess, dans la web, elle fait le lien justement par rapport à l'interne. Et c'est vrai que j'ai voulu intervenir par rapport à l'interne lorsqu'elle parlait elle disait que ça existait justement dans l'interne, cet esprit libertaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas élargi cette partie-là. Bon, mais je pense qu'il est trop tard pour l'élargir. Oui, effectivement, comme donc en interne, donc on a vu, dans les exemples qu'on a vus, effectivement, voilà. C'est dans la présentation « N'ai-je pas la liberté ?» Elle montre que effectivement, lorsqu'on se positionne pour l'égalité,
on doit forcément mettre des limites à la liberté et qu'on ne peut pas se dire j'ai la liberté de discriminer, j'ai la liberté de suivre le système de la dot et que en fait on a été confronté en interne, comme j'ai dit au début, à cette idée libertaire en fait, mais qui est contraire à l'égalité, qui est contraire à la véritable égalité. Je voudrais rajouter à ce que tu dis, il y avait aussi notre notion, peut-être que nous, en France, dans la francophonie, on ne l'a pas vraiment ressenti. Et c'était par rapport à ce que tu dis, Michael, sans gouvernement. Donc s'il faut comparer, contraster un petit gouvernement ou une nation sans gouvernement pour contrôler, si tu le compares et le contrastes dans le mouvement, donc il disait qu'en tant que ministère, où on n'avait pas besoin, en tant que mouvement, on n'avait pas besoin d'un grand gouvernement. Donc les anciens étaient ces parlementaires et dans chaque ministère ou pays, un bureau des dirigeants qui vont te contrôler, te dire voilà, ce que tu fais, la dot c'est pas bien, tu dois pas être sexiste, tu dois pas te comporter ainsi. Donc il y avait donc cette idée aussi, cet état d'esprit libertaire par rapport au petit gouvernement versus le grand gouvernement, pour compléter la réponse de Michael. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... peut-être sur le Zoom. Alors, sur le Zoom, je n'ai pas de questions. Voilà. Donc, je vous propose de conclure. Donc, ma conclusion, comme je l'ai dit, c'était vraiment de comprendre, de voir, en fait, effectivement, comment, finalement, le libertarisme, c'est un mensonge, en fait. C'est un mensonge, et ça fait écho à ce qu'on a vu, à ce qu'on voit en Éden, en fait. En fait, cette liberté maximale et tout, c'est exactement ce qui s'est passé en Éden, et ce qu'on voit aux États-Unis, et ce qu'on voit aujourd'hui au niveau d'Internet également. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple sur la liberté d'expression avec Twitter. Et on voit comment ce libertarisme essaye de faire passer le pays de l'égalité à la liberté, donc de la gauche à la droite, en fait. Et on se rend compte, et on comprend, du coup, pourquoi, en fait, Dieu, depuis 2018 et avant, a essayé, à travers tous ces messages, de nous positionner correctement, en fait. De nous positionner correctement. Et pour comprendre cette transition, entre gauche-droite, liberté, égalité. En fait, pour faire cette transition, il faut aussi comprendre, en fait. Et pour moi, les vêpres ont été là pour ça, pour nous faire comprendre vraiment en quoi consistait la liberté, en quoi consistait l'égalité, quelle était la tension entre les deux, quelle était l'éthos de la gauche, quelle était l'éthos de la droite. Donc tout ça était là pour nous faire comprendre déjà les concepts, en fait, les thèmes représentés, et après, comprendre qu'on doit se positionner correctement, en fait, de la droite vers la gauche. D'accord ? Voilà. Donc c'était ce que je voulais présenter aujourd'hui. Voilà. Donc moi, cet article, je vous invite effectivement à le relire. Donc je vais le reposter si vous voulez. Moi, cet article, il m'a fait beaucoup de bien parce qu'il m'a permis vraiment de faire des liens, en fait. Il y a eu des liens avec des choses qu'on étudie, en fait, aujourd'hui. Et des choses forcément que le journaliste voit, mais que nous, on n'avait pas forcément vues, et qui faisaient écho en fait à des études les études qu'on fait aujourd'hui. Ouais, je le remettrai. Voilà, et je vous propose de terminer par la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette journée de sabbat que tu nous donnes. Nous voulons te remercier également, Seigneur, pour ces messages que tu nous donnes. Merci pour cette compréhension que tu nous as donnée dès le départ. Et Seigneur, nous sommes vraiment, nous pouvons être que reconnaissants de voir que, Seigneur, tu connais toutes choses et que tu veux vraiment nous sauver, tu veux guider ton peuple. Que nous puissions, Seigneur, être diligents dans l'étude et que nous puissions faire les choix qui s'imposent, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous guider chacun d'entre nous ici. Et Seigneur, nous voulons encore te remercier, Seigneur, te remercier pour ces vérités que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen.
Merci.